Alors, après ces quelques mots sur l'orogenèse varisque, voyons ce qui se passe après cette orogenèse. Je vous rappelle d'ailleurs que l'orogenèse varisque est la dernière phase de formation d'une chaîne de montagnes qui a concerné notre région, puisque nous n'avons pas été concernés par l'orogenèse alpine. Alors, en gros, après l'orogenèse varisque, qui a abouti à la formation de la Pangée, le schéma global sera le démembrement de cette Pangée. Démembrement d'ailleurs qui est toujours en cours actuellement. Il suffit pour s'en convaincre de prendre un globe terrestre et de constater que l'Atlantique, océan né du démembrement de la Pangée, est toujours en ouverture et que le Pacifique, qui est le vestige de l'ancien immense Panthalassa, prend quand même encore la moitié de la surface du globe. Voyons ce mouvement de manière un petit peu plus détaillée. Au Trias, on voit s'ouvrir un nouvel océan dans l'est, c'est la Thétis. Au Jurassique, l'Atlantique Nord commence son ouverture par la séparation de l'Amérique du Nord, de l'Afrique et de l'Europe. Et au Crétacé, c'est l'Atlantique Sud qui s'ouvre et les continents commencent à prendre la disposition que nous leur connaissons actuellement. Au point de vue paléontologique, le Mésozoïque jusqu'au Crétacé est l'apogée des ammonites et des reptiles, pensons aux dinosaures. Les premiers mammifères vont apparaître dès le Trias supérieur. Alors on va se concentrer maintenant sur le Trias et le Jurassique qui vont faire l'objet de l'excursion. Donc il s'agit d'une période qui en Wallonie correspond à 220 millions d'années jusqu'à 160 millions d'années. Voici la carte paléogéographique globale qui correspond au Trias. Vous vous souvenez de ces cartes, on en a vu plusieurs pour le Paléozoïque. Le gris correspond à des zones en général en relief où ne se font pas de dépôts. L'orange, ce sont des zones continentales mais où on observe un dépôt en général alluvial. Le jaune, c'est du détritique côtier, littoral, des grès par exemple, des sables. Le vert, c'est du détritique plus profond. Le bleu, c'est de la plateforme carbonatée, donc des calcaires récifaux. Et le rose, ce sont des évaporites, par exemple du gypse, de l'anhydrite ou de la halite. Alors voilà la carte, très différente de ce qu'on a vu dans le Paléozoïque. Première chose, vous constatez qu'il n'y a pas de dépôt profond. Ce sont des mers dites épicontinentales, très peu profondes, on est encore sur la Pangée. Et ce qui domine, c'est la couleur rose. Donc on est toujours soumis à un climat très chaud, il y a beaucoup d'évaporation dans ces mers peu profondes et on dépose du sel, du gypse et de l'anhydrite. Beaucoup de dépôts alluviaux aussi, peu de calcaire, et si on regarde l'origine des apports détritiques, ce n'est plus évidemment la chaîne calédonienne qui est en voie d'érosion, mais bien la chaîne varisque qui va délivrer une quantité relativement importante de sédiments détritiques. Donc voilà le paysage pour le Trias. Au Jurassique, les choses évoluent. On a un net retrait des faciès alluviaux, on a une disparition des évaporites et surtout on a apparition d'une plateforme carbonatée, notamment au sud du massif du Brabant. Alors pourquoi? C'est toujours un petit peu le même type d'explication. Si une plateforme carbonatée apparaît, c'est que, en général,
la température des eaux est suffisante pour le fonctionnement récifal. Et deuxième chose, il faut que les apports détritiques soient suffisamment faibles pour que les eaux soient pures et non turbides. C'est ce qui se passe, pas complètement évidemment, mais probablement suite au début de l'aplanissement de la chaîne Varisque. Alors, où trouve-t-on le Mésozoïque en Wallonie? On le trouve uniquement en Lorraine belge, Gaume et Pays d'Arlon. Vous voyez, c'est représenté dans les couleurs bleues. Alors, une particularité de ces terrains de la Lorraine belge, c'est qu'ils forment des cuestas. Alors, expliquons l'origine de ces cuestas. Les cuestas sont liées d'une part à des formations des terrains qui sont légèrement inclinés. C'est le cas ici. Vous voyez sur la coupe au-dessus que les terrains ne sont pas plissés. Il n'y a pas d'orogenèse après l'orogenèse varisque. Et ils sont légèrement inclinés vers le sud. Sur la coupe, il y a une forte exagération. Il s'agit d'une inclinaison qui ne dépasse pas 2 ou 3 degrés. Donc des terrains inclinés vers le sud. Et on observe aussi une alternance entre des couches relativement dures, des grès sableux, et des couches plus tendres qui sont en général des marnes ou des argiles. Cette disposition permet le développement de fronts, de genre de falaises dans les couches dures et de zones plus planes dans les couches tendres. C'est ce qui est représenté dans le bloc diagramme que vous voyez ci-dessous. Alors voilà le développement des cuestas en Lorraine belge. Donc la photo ici est prise du nord et on regarde vers le sud, vers la frontière française. La photo est prise du revers de la première grande cuesta. Donc c'est une pente douce vers le sud. Et puis vous voyez un genre de barrière qui ferme l'horizon au sud. C'est la deuxième cuesta, dite cuesta bajocienne. Alors parlons maintenant un petit peu des roches qui composent ce Trias et ce Jurassique de la Lorraine belge. Alors les premières formations, appelées ici formations d'Abet, sont des dépôts continentaux. C'est un peu toujours la même histoire. On a déjà constaté dans le Dévonien inférieur que lors d'une transgression marine, les premiers dépôts à être conservés sur le socle sur lequel la mer s'avance sont non des dépôts marins, mais des dépôts de type alluviaux, cônes alluviaux, dépôts de plaines d'inondation, dépôts de rivières. C'est la même chose ici, sauf que ce sont des dépôts beaucoup plus jeunes que le Dévonien inférieur, puisqu'on est ici au Trias, et ces dépôts ne sont pas consolidés. Donc au lieu de conglomérats, vous avez, comme sur la photo de gauche, des argiles avec des cailloux dedans. Alors il fait toujours très chaud, et on va trouver différents types de dépôts liés à des phénomènes d'évaporation. Alors si en sondage on trouve bien du gypse, en surface, ce qu'on observe et qui est lié à ces phénomènes d'évaporation, ce sont des dolomies, comme sur la photo du centre. Lentilles de dolomie qui sont dans des argiles ou dans des marnes. Alors la mer va envahir quand même progressivement le massif ardennais, et les premiers dépôts typiquement marins sont des dépôts de sable. Il s'agit vraiment de sables littoraux. Si vous marchez sur ces sables, c'est comme si vous marchiez sur une plage du Trias. Alors c'est la coupe à droite qui représente ces premiers dépôts. En jaune clair, ce sont les sables. C'est une formation qui s'appelle la formation de Mortinsart, toujours datée du Trias. Et vous voyez aussi des intercalations plus sombres. Ces intercalations plus sombres, ce sont des argiles
qui représente vraisemblablement une sédimentation de type lagunaire. Alors la mer continue à s'avancer, va déposer d'abord des argiles et des marnes, et puis un corps sédimentaire très important, c'est les grès et sables dits de Luxembourg. Ce sont des alternances de grès riches en débris calcaires, donc vous voyez que la fabrique à carbonate va se remettre à fonctionner tout doucement, séparés par des bancs non indurés de sable. C'est la photo en dessous à gauche. Et puis, cette transgression continue, et on va passer en dessous de la zone d'action des vagues de beau temps, donc on va passer des sables et des grès à des sédiments plus fins qui sont des argiles et des marnes avec un petit peu de calcaire, c'est la carotte du centre. Et ensuite, on va passer à des choses un peu plus profondes. Quand je dis plus profondes, ça ne dépasse quand même certainement jamais une centaine de mètres de profondeur, mais on est dans une zone plus calme où se déposent des sédiments fins, c'est la carotte marquée C. Alors voilà une belle photo de ce corps sableux important de plusieurs dizaines de mètres appelé grès de Luxembourg, ici dans la carrière de Tontlange. Et la fin de l'histoire géologique de la Lorraine belge, c'est un passage définitif à une plateforme carbonatée. Donc là, l'apport détritique va être limité et on va voir se développer notamment des récifs à coraux. C'est la fameuse formation de Longwy qui a donné une pierre très utilisée en Lorraine belge, c'est la pierre Gomez. Donc c'est la photo de gauche où vous voyez cette pierre dorée. Alors avant de passer à cette plateforme carbonatée, il y a un épisode assez mal compris qui correspond au dépôt de petites billes d'oxyde de fer, d'hématite ou de goethite, qu'on appelle des zoolites. C'est probablement un dépôt qui s'est fait dans des zones estuariennes. En tout cas, ce qui est important, c'est que ces zoolites riches en fer, appelés minettes de Lorraine, sont à la base de toute la sidérurgie du Luxembourg et du nord-est de la France. Chez nous, cette unité est très très mince, voire absente. Alors que faisait-on, que fait-on de ces matériaux de la Lorraine belge, donc du Trias et du Jurassique? Il y a évidemment la pierre Gomez qui est utilisée et qui a été utilisée longuement en moellon, ça se voit dans la plupart des petits villages de la Lorraine belge. Actuellement, elle est encore exploitée côté français, mais elle n'est plus exploitée en Belgique. Alors voilà une photo de son utilisation dans beaucoup d'édifices publics ou religieux le long de la Meuse. Pourquoi le long de la Meuse? Tout simplement parce que la Meuse, à l'époque de ces constructions, était un moyen de transport pour ces pierres du Bajocien. Du sable aussi dans le grès de Luxembourg, donc très utilisé pour le génie civil. Et les grès de Luxembourg, outre leur utilisation en génie civil comme concassés, sont encore utilisés pour fabriquer des moellons. C'est ce qu'on appelle la pierre de Fontenoy. Alors en parlant de pierre, si vous voulez en savoir plus, voilà un ouvrage sur les pierres et marbres en Wallonie. Il va être édité en 2025.